à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast spécial troisième semaine déjà de NFL et spécial débrief du Thursday Night Football, un Thursday Night Football entre les Browns de Cleveland et les Steelers de Pittsburgh que nous allons débriefer ensemble dans ce podcast. Et pour cela, j'ai avec moi Cyril. Salut Cyril, comment Salut ça va? Bertrand, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Et Bertrand. Salut Bertrand. Ah oui, Bonsoir, pardon, oui, je me suis trompé. Flav, Cyril, bonsoir à tous nos agents libres qui nous écoutent de France et de Navarre. Et surtout de Et Navarre. surtout de Navarre. On salue pas assez ceux qui nous écoutent de Navarre. Euh, Exactement. alors les amis, une troisième semaine qui a donc commencé hier, jeudi, avec la victoire des Browns sur les Steelers, une victoire 29-17. La première question va être très simple, elle va être pour toi Cyril. Est-ce que après une remontada contre eux la semaine dernière, est-ce que les Browns t'ont convaincu et t'ont rassuré? Bah, déjà, enfin, je pense pas qu'il m'ait vraiment rassuré parce que la semaine dernière, ils ont vraiment eu une défaillance sur 2 minutes. Je suis pas sûr qu'il fallait vraiment être inquiet. Bon, même si c'était les Jets en face, je suis pas sûr qu'il fallait vraiment être très très inquiet. Mais ouais, je suis vraiment convaincu, en tout cas par la performance globale de Cleveland. Parce qu'ils ont vraiment été bons et performants à tous les niveaux de jeu, que ce soit en défense, en attaque, la ligne offensive, euh, dont on parlera plus tard, mais je suis pas sûr qu'ils m'aient rassuré parce que j'étais pas vraiment très inquiet par rapport à leur début de saison, mais je suis très convaincu par leur match en tout cas. Leur deuxième mi-temps surtout. Un match, un match Bertrand, avec un Brissett qui semble avoir trouvé une bonne carburation. Il a été très en difficulté dans le premier match contre les Panthers. Et déjà contre les Jets, il avait rendu une carte plutôt propre. Et cette nuit, c'est 21 sur 31 à la passe, 220 yards. C'est plutôt une bonne chose pour le remplaçant de Baker Mayfield. Ouais, alors moi je suis partisan justement comme certains, de penser que c'est plus qu'un bon remplaçant de Deshaun Watson en attendant qu'il revienne. Moi pour ma part, on a toujours tiré à boulet rouge. Alors oui, il n'a jamais été un quarterback élite, peut-être titulaire directement, mais pour le coup, Jacoby Brissett, il a l'avantage au moins si c'est pas trop de faire gagner l'équipe, de pas la faire perdre non plus, et de bien manager, bien en tout cas gérer son match et faire avancer son équipe. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu décevoir outre mesure dans les autres franchises où il a pu aller. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir, c'est il a bien transmis le ballon à Nick Chubb, qui a fait bien sûr le taf. Il a toujours été précis avec Amari Cooper. Et le tight end dont le nom m'échappe, mais vous allez peut-être me le dire. Voilà, Njoku. Et au final, bah voilà, d'une certaine façon, c'est lui qui a fait la différence avec son équipe. On va sûrement en reparler après du côté Steelers également. Mais ça a été pour un match qui a été assez, entre guillemets, moribond, où le score s'est tenu tout du long, on va dire, à 14-13. Hein. Après, c'est un touchdown de marqué, puis le dernier, on va dire, c'est sur la fin du match, il compte pas trop. On reviendra sûrement dessus. Mais voilà, c'est un match qu'on a regardé où très franchement, on n'a pas vibré globalement, mais on a vu que les Browns ont su, à un moment donné, par leur jeu d'attaque, puisque ça se tenait un peu des deux côtés, passer au-dessus. Et Jacoby Brissett en est, pour moi, l'instigateur principal. On parlait là juste à l'instant, tu l'as évoqué en parlant de Jacoby Brissett, c'est Nick Chubb. Nick Chubb qui la semaine dernière nous avait gratifié d'un triplé contre les Jets, mais qui avait été mis en cause puisque en marquant son troisième touchdown de la soirée, il n'avait pas tué le chronomètre et on sait tous comment ça s'est terminé. Les Jets ont fini par marquer deux touchdowns en 2 minutes et s'imposer 31-30, alors que si Nick Chubb n'avait pas marqué mais avait posé le genou au sol, le temps se serait écoulé puisque les Jets n'avaient plus de temps mort. Il a dit qu'il le regrettait cette semaine. Mm. Il a fait un nouveau match plein. Encore une fois, plus de 100 yards à la course, un touchdown. Sur ses 3 premiers matchs de la saison, il a à chaque fois dépassé les 100 yards. Alors sur le deuxième match, c'est en cumulé course et réception, mais il a toujours réussi à franchir les 100 yards. Est-ce que Cyril,
Nick Chubb fait partie allez, on va aller dire, du top 3 des running backs de la ligue. Oula. Euh, Top 3, hein, j'ai dit. Pas top 5, pas top 10, hein, j'ai dit top 3. ouais, tout de suite maintenant, je pense, ouais. Bah, de toute façon, on Oui. peut difficilement, enfin, à mesure, on peut difficilement dire le contraire, puisque rien qu'à la fin de la deuxième journée, c'est lui qui avait le plus de yards. Je veux pas dire de Ouais. bêtises. Ça risque d'être la même chose à la fin de la troisième journée avec 113 yards sur cette journée. Donc, ouais, je pense Mm. que c'est. Et je pense qu'il est aussi bien aidé par sa O-line. Parce que sur le match, en tout cas contre les Steelers, que ce soit en passe protection ou en, en protection contre la course, la ligne a été très 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 bonne. Et notamment en Mm. première mi-temps où il a eu pas mal de gros gains. Donc, ouais, ouais. Je pense qu'il fait partie des trois meilleurs running backs à l'instant T de la ligue. Bien. Bertrand, même chose pour toi. Pour moi, il a bien aidé par Bitonio, hein. C'était toujours un nom qui nous fait rire, Bitonio. Donc je voulais le placer. Je voulais le placer. Euh, Voilà. et le reste de C'est la fait. O-line. Non, après, trêve de plaisanterie. Au-delà de ça, oui, Chubb, par ses performances, il fait partie, pour moi, de top 3. C'est parce que j'ai pas tous les running backs de la ligue en tête à l'instant T. Et c'est dur de pouvoir les sortir tous, équipe par équipe, sur 32 franchises. Mais on va dire, moi, dans les 5 oui. Après, ce DeAndre Swift, pour le coup, là, Mm. fait quand même Mm. un bon début de saison aussi. Voilà, bon, je dirais top 5 mais comme j'ai envie de te dire, c'est dur de citer les running backs de la ligue et qui sont vraiment dans les tops en ce moment. On passe un petit peu sur la défense des Browns de Cleveland avec une gestion très simple. Ils en avaient pris 24 contre les Panthers, ils en avaient pris 31 contre les Jets. Ils n'en prennent que 17 contre les Steelers. La question, Cyril, elle va être extrêmement simple, tu vas voir. Est-ce que ce sont les Browns qui ont progressé en défense ou est-ce que ce sont les Steelers qui ont été trop mauvais en attaque? C'est Trubisky qui a été trop mauvais en attaque. Euh, Alors lui, on va en parler juste après. ouais, ouais, ok. Mais, Non, juste un petit mot sur la défense de Cleveland. Est-ce que tu la vois quand même progresser de semaine en semaine? bah, je pense, ouais. Enfin, euh, en plus, comment dire, ce qui est vraiment intéressant sur ce match, c'est qu'en plus, ils ont perdu pas mal de joueurs au fil du match. Ils ont perdu leurs deux Mm. linebackers pendant le match, et pourtant, le front seven a toujours continué à performer contre une O-line qui est plutôt bonne, mais ils ont réussi à vraiment bien contenir Najee Harris. Pas trop apporter de pression, je trouve, sur Trubisky. C'est vraiment lui qui s'est saboté tout seul, mais bref. Euh, Oh, t'inquiète pas, on aura 5 minutes pour parler de lui. plus le fumble à la fin de match, bon, là, fin de Oui. match, bref, tout ça. Mais moi, j'ai été satisfait vraiment de cette défense parce que sans faire trop d'éclat, sans être incroyable, elle a réussi à contenir Najee Harris, qui est censé être un très grand running back, et à pas trop, enfin, à pas concéder non, à pas trop concéder de big play de la part des receveurs. Donc, franchement, elle a vraiment été intéressante. Et enfin, j'espère pour cette défense qu'elle va continuer sur ce courant-là plutôt que contre les Jets, par exemple. On est déçu, mon cher Bertrand. Miles Garrett n'a pas fait de sac dans ce match-là. Il a pas saqué, il a pas saqué Trubisky. Tu vois, c'est étonnant de Miles Garrett. Ça nous change un petit peu. Ah, il a été. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en il a un QB hit hein, quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette défense des Browns sur ce match-là? Bah, globalement, comme tu dis, il n'a pas saqué, mais il a été toujours à deux doigts, hein. Globalement, il y a eu quelques actions. Moi, le match, je l'ai vu en gros condensé, on va dire. Et pour le coup, on voyait bien que bon, il était jamais très 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 loin de Jacoby Brissett, de Mitch Trubisky, pardon. Donc pour le coup, voilà, moi un effort d'ensemble. Miles Garrett, sachant qu'il n'était pas normalement, enfin, il était questionable, on n'était pas sûr qu'il participe, il a participé, puis il a bien participé, puisqu'avec l'ensemble de la ligne de tackle, il a quand même, et des linebackers, il a quand même fait la pression suffisante pour bien gêner Mitch Trubisky. Euh, c'est vraiment un travail d'ensemble avec Greg Newsome, Denzel Ward, Anthony Walker quand il était là.
Et là, après, on en reparlera, mais et Myles Garrett. Donc, on sent bien que cette défense a des automatismes, qu'elle sait où elle va et que là, elle a fait le travail nécessaire. Voilà, on va dire le mot comme ça, le travail nécessaire. Maintenant, je dirais avec un QB un peu plus élite en face, je pense que voilà, elle aurait pris plus de points malgré tout. Mais bon, comme tu as dit, Mitch Trubisky, on va avoir le temps d'en parler. Il a juste suffi à cette défense d'avoir Mitch Trubisky en face. On va d'ailleurs en parler tout de suite, puisque je sens que vous avez très envie de parler de Mitch Trubisky. Donc on va parler de Mitch Trubisky, comme ça fera plaisir à tous les auditeurs. Juste quelques faits, quelques chiffres sur le match de Trubisky. Il avait plutôt bien commencé sur les premières minutes. Il était à 8 sur 9 en passe complétée, c'était pas mal. Et il a fini à 20 sur 32, 207 yards. C'est la première fois d'ailleurs qu'il franchit les 200 yards cette année, mais enfin ça reste très 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 moyen quand même. Donc 207 yards pour Trubisky. Est-ce que Mike Tomlin va encore s'entêter longtemps à laisser Mike Trubisky sur le terrain, Cyril? Visiblement, d'après la conférence de presse d'après-match, c'est parti pour. Ben, moi, je suis des partisans qui sont pour qu'il reste sur le terrain, quitte à ce qu'il fasse une saison pourrie. J'aime pas lancer les. Je suis pas de ceux qui aiment quand on lance les quarterbacks rookies dans le jeu dès leur première saison. C'est assez dangereux. Bon, ce qui est différent de joueurs comme Joe Burrow qui avait une ligne catastrophique, c'est que là, la ligne offensive des Steelers est bonne et correcte. Donc les risques de blessure sont moindres. Mais je préférerais, à part si c'est vraiment catastrophique les 2-3 prochains matchs, et en plus les 2-3 prochains matchs vont commencer à être très compliqués. C'est aussi ça, c'est que, à part les Jets, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, c'est et après Jets, pendant 5 matchs, ça va être catastrophique. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup réellement d'envoyer Kenny Pickett. Franchement, je sais pas, la place de Mike Tomlin, je serais vraiment dubitatif. Parce que je trouve que c'est vraiment envoyer Kenny Pickett au casse-pipe. Après les Jets, le calendrier il est horrible. Donc ils vont affronter des grosses défenses, des grosses attaques. Pas sûr que ça vaille le coup de prendre le risque. C'est pas très français ça, mais Si, on a compris. Bertrand, toi, Piquette, tu l'envoies au casse-pipe ou on le garde encore au chaud pour quelque temps? Je suis du même avis que Cyril par rapport à beaucoup de gens qui surréagissent tout de suite. En règle générale, c'est les plus jeunes, hein. C'est la fougue de la jeunesse qui dit ah, il est mauvais, il faut faire sortir ça tout de suite. Bon, Kenny Pickett, on est revenu sur lui en disant qu'il avait eu des bonnes stats en pré-saison sur les matchs. Mais les matchs de pré-saison ne sont pas des matchs de NFL. Les matchs de pré-saison, c'est du rodage. Les matchs de pré-saison, il n'y a pas le même engagement. Donc, on ne peut pas se focaliser ou s'étalonner sur ce genre de match. Mitch Trubisky, voilà, ils ont démarré avec lui. Moi, je pense, globalement, même si je viens de dire auparavant que voilà, il avait bien aidé la défense de Cleveland pour gagner, que malgré tout, c'est tout. Il va falloir faire avec. C'est pas un peintre. Maintenant, avec ces 3 passages chez les Bears, chez les Bills, bon, il était en backup, mais malgré tout, il a quand même pu prendre de l'expérience. Et maintenant, chez les Steelers, voilà, il sait. Moi, ce que j'ai remarqué sur le match, c'est qu'il sait faire la bonne passe. On le voit bien qu'il sait, je pense, bien lancer le ballon. Il sait même bien gérer sa poche, on va dire, savoir se bouger, se mouvoir dans sa poche et éviter les gros chocs. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à être décisif. Voilà, il y a ce petit quelque chose en plus chez le quarterback, les élites quarterbacks qui font que ils vont être décisifs et ils vont réussir à faire passer un cap. On va juste quand même rappeler que bon, il avait bien démarré le match. Il a fait quand même 8 complétions sur ses 9 premières passes au début du match, donc ça partait bien. Mais pour dire que justement, il n'a pas step up son équipe, on va juste prendre la déclaration de George Pickens. George Pickens a dit récemment, voilà, moi je suis qu'à 90% toujours démarqué. Alors, c'est toujours, les gens parlaient de la fougue de la jeunesse, il en est en plein dedans. ouais, mais ça, tous les receveurs l'ont déjà dit ça.
Ouais, bien sûr, mais il est là à faire des déclarations à la volée. Mais je suis un peu d'accord quand même avec lui. Je pense que c'est cette déclaration qui est peut-être trop en volée de la part de George Pickens, bah, elle montre aussi que d'une certaine façon, il est en train de dire, bah oui, Trubisky, il est bien gentil, il nous fait des bonnes performances malgré tout, mais ça restera pas. Si on veut aller loin, c'est pas avec lui qu'on pourra aller loin. Maintenant, le jeter tout de suite, non. Il va falloir encore attendre et avancer pour le reste des matchs. Ouais, surtout qu'en plus, euh, si je peux me permettre une minute, je viens de regarder leur calendrier. En gros, après les Jets, il y a Bills, Buccaneers, Dolphins, Eagles. Non, enfin, Saints, Bengals, ouais, non, mais Colts c'est ça. veulent C'est pour aller c'est qu'en jusqu'à gros, la en fin gros, du. l'envoyer sur les prochains matchs, sans parler Mhm. même sans parler de blessures, c'est prendre le risque qu'ils perdent complètement confiance en lui. Tout Enfin, à fait. Après, le problème, c'est qu'ils n'auront peut-être pas le choix si Trubisky se blesse, puisque là, pour le coup, oui, c'est Mason clair. Rudolph c'est- est out pour le moment. C'est Donc Kenny clair. Pickett, il devra rentrer. Mais ouais, Mais c'est ça, clair. Mais c'est dans le pire des cas. mais Sinon, si si, Rudolph revient, moi, je préfère lancer Rudolph en cas de blessure de oui, c'est Trubisky. clair. Mais enfin, genre, si c'est un choix de Tomlin de le lancer contre les Bills, les Buccaneers ou les Eagles, moi je trouve c'est presque du suicide quoi, parce que même si il encaisse les coups, il peut complètement perdre confiance en lui. Enfin, Ah oui, c'est clair, la tout à défense fait. C'est pour les ça que défenses en face ouais. sont beaucoup trop fortes pour ça. C'est pour ça que Bah, je sur disais que la sur les pré-saison, voilà, c'était pas la pré-saison n'est pas la saison régulière. C'est clair. Pardon, excuse-moi, Flav. sur, sur les 6 prochaines semaines, c'est sûr que quand tu prends la défense des Bills, la défense des Buccaneers et même la défense des Saints, faut quand même se les farcir ces trois-là. Donc c'est quand même pas rien hein, niveau défense là les trois. Donc franchement sur les 6 prochaines semaines, à part le match contre les Jets la semaine prochaine qui paraît sur le papier le plus accessible. Après on sait tous que ça peut vite tourner, hein, Bien mais sûr. sur le papier ça semble le plus accessible. À part ça, franchement, sinon c'est vrai que Puis ça va être c'est pas difficile. en mettant Kenny Pickett qui rapporteront 4 victoires de plus sur la série là. Ça, ça me semble peu probable, effectivement. En parlant de cette attaque, on va continuer à parler de cette attaque et justement de la difficulté de Trubisky de trouver ses receveurs. Les Browns ont réussi un beau coup hier, c'est de limiter Najee Harris à seulement 56 yards à la course, 15 portées, 56 yards, 3,7 de moyenne. Est-ce que finalement c'est pas ça, tant que Trubisky est derrière l'attaque, est-ce que c'est pas ça la recette, Cyril, pour bloquer les Steelers, bloquer Najee Harris, tout Bah si, simplement? enfin ça me semble assez clair en attaque. Bloquer Najee Harris qui est la menace principale, on le sait tous. Si ton équipe arrive à faire ça, t'as pas gagné le match, mais disons que vu qu'en face t'as pas un quarterback, comment dire, un grand quarterback ni de très grands receveurs, c'est clair qu'en stoppant cette ligne offensive et Najee Harris, tu t'exposes plus facilement à gagner le match. Et voilà. Juste quelques chiffres sur les receveurs d'hier. On a Johnson qui est à 84 yards pour les Steelers. Et après, sinon, c'est Freiermuth qui est à 41, Pickens à 39, Claypool à 35. Donc il y a une Et, ouais, très grande homogénéité. Freiermuth, il a fait ses 41 yards sur la fin de match quand ils essayaient Oui, oui. désespérément de revenir. Donc je le compte même pas globalement parce Ouais, que puis, même le présentateur américain était là à dire il a rien fait depuis le début du match et là Ah, il ouais, sort puis de ouais. même, réception. Donc puis même les autres ouais. receveurs, enfin, si on regarde, je sais pas, par exemple, on prend Claypool, il a 3 réceptions, il a été ciblé 6 fois, et c'est ça pour quasi tous les Mm. receveurs, donc Bah, Pickens ciblé 7 fois, 3 réceptions, Freiermuth ciblé 4 fois, 2 et ouais, et réceptions. Johnson 11-8. Dont une de 26. Et voilà, 8 Donc, sur 11. Et Freiermuth en a fait déjà une de 26 hein, sur ses 41 yards, donc c'est ce que tu disais, Bertrand. Hein, Ouais. il fait ses chiffres ouais, mais Pickens c'est pareil. sur 2 Pickens au réceptions. final, Oui, à oui, part sa grosse réception, c'est 3 yards quoi. En tout cas, juste oui. une aparté, Pickens, il me semble bien partir sur le même état d'esprit ou petit caractère à la OBJ des grandes années Giants. Donc à surveiller parce qu'il ouvre déjà bien la bouche à son âge et je voudrais bien voir comment tout ça va tourner. Ça va être Ouais, intéressant à suivre en tout cas. Vivement c'était les déjà le prochaines problème à la fac, confrontations. ça va le suivre. Voilà.
On va justement en parler de Pickens. Aujourd'hui, c'est bien, c'est vous qui me faites les transitions. C'est parfait. Euh, on va donc parler de cette magnifique réception à une main. Je crois que Mika, dans notre résumé du match qu'il a écrit sur The Free Agent et qu'on vous invite à aller lire évidemment, si ça n'est pas déjà fait, c'est un tort de ne pas l'avoir déjà fait. Mais on vous invite quand même à aller la lire. Il a dit que c'était peut-être la réception de l'année. Alors, cette réception à une main de George Pickens est-elle déjà en semaine 3 la réception de l'année, mon cher Bertrand? Ah bah, je pensais que ça allait être Cyril, mais bah j'y vais, j'y vais. Non, non, Alors non, non, on globalement, change, on change. globalement, je pense que, comme je disais à l'instant, Pickens a une grande bouche et puis il aime bien, à mon avis, jouer avec les médias aussi et puis se mettre un petit peu en avant. Non, c'est pas pour moi, c'est pas encore la réception de l'année. Celle d'OBJ, pourtant je le porte pas dans mon cœur forcément malgré son passage chez les Giants. Pour moi, est beaucoup plus spectaculaire quand il l'avait fait contre les Cowboys. Donc on l'appelait The Catch d'ailleurs. Pour le coup, oui, elle est vraiment bien, elle est extraordinaire. Mais Mac Williams en a fait aussi à une main, alors qui était tout aussi belle. Donc non, c'est pas. Il y a encore beaucoup de journées à passer et de matchs. Il y aura d'autres réceptions aussi spectaculaires, je pense. Je pense que les receveurs maintenant se travaillent beaucoup les réceptions à une main et de plus en plus, et je pense qu'il y en aura de plus en plus les années passantes. Pickens qui a été sur cette réception beaucoup comparé dans les médias américains à Odell Beckham justement, ne serait-ce aussi que par le jeune âge auquel il a réalisé cette réception. Est-ce que tu as comment dirons-nous, une vision, Cyril, aussi belle? Je sais même pas si on peut dire qu'Odell Beckham, si il a quand même fait des Ah belles oui. saisons. Euh, Est-ce que tu as une vision aussi belle pour l'avenir de George Pickens que celle d'Odell Beckham Ben, Jr.? j'espère pour lui, mais enfin, non, c'est pas bien ce que Oui, on lui c'est pas souhaite, bien ce on que lui je veux souhaite dire, tout mais ça. enfin, je veux dire le caractère est catastrophique. Enfin, moi, j'adore parce qu'on disait juste avant, moi, je suis jeune, j'adore les joueurs comme ça, mais enfin, je vois pas dans quel monde son caractère va pas lui faire défaut à un moment ou à un autre. Euh, C'était déjà le problème à la fac, c'est le pourquoi du comment surtout il a été pris aussi tard alors qu'il a probablement le talent pour il avait probablement le talent pour être pris dans les premiers receveurs. Si Mike Tomlin arrive à le comment dire à l'encadrer un minimum, pourquoi pas. Je pense que ça sera au minimum un bon receveur. Mais enfin, va falloir le cadrer Peut-être. quoi. Parce que, Pour, enfin, pour ma part, je vais juste te dire, il a besoin d'un entraîneur à la Bill Belichick, à la Andy Reid, à la... Voilà, c'est ces mecs-là qui vont savoir cadrer un bonhomme comme ça. McTomlin, il a l'expérience, il a amené plusieurs fois les Steelers en playoff, mais il va tout juste bon pour réussir à le maintenir. Mais c'est des vieux briscards que George Pickens a besoin d'avoir. On vous signale aussi que cette action, cette réception, la fameuse dont on parle de George Pickens, si vous ne l'avez pas vue, elle est sur les réseaux sociaux de The Free Agent, sur le Twitter et je crois sur le Facebook, donc vous pouvez aller la revoir sur nos réseaux sociaux, ainsi que l'action dont on va parler maintenant, une action nettement moins sympathique, celle-là. Comment on va qualifier ça? L'attentat. Le jeu très dangereux de Okorafor, pardon, sur Walker, qui s'est blessé sur cette action au genou et qui s'est retrouvé avec le poids de son adversaire volontairement lancé sur lui. Euh, Okorafor a dit après match, je n'ai rien fait de spécial, en gros je ne vois même pas de quoi vous parlez, je jouais le ballon. Il faut quand même savoir que le ballon était à peu près à 10 yards de lui mais à ce c'est ça le moment-là. pire Ouais, dans tout ça, non? ouais, c'est C'est ça, c'est- c'est ça le pire. Ouais. C'était c'est alors cette déclaration le pire dans pour, tout ça. pour ceux qui n'ont pas vu l'action, il est vraiment très loin de l'action hein, à ce moment-là. Alors il faut savoir aussi, pour être complet sur cette action, qu'il a pris un flag de pénalité, mais non pas pour son geste sur Walker, mais juste parce qu'il était joueur inéligible à ce moment-là. Donc il a pris 5 yards de pénalité, c'est tout. 5 yards et c'est réglé. Euh, cet attentat, pour vous, je pense que la réponse va être unanime, mais on va quand même la poser. Cyril, pour toi, sanction a posteriori ou pas sanction? Et si oui, combien de matchs? Bah, sanction oui, combien de matchs je sais pas, j'ai pas, enfin
je suis pas assez ça. Non, c'est même pas genre je veux pas me mouiller ou pas, mais juste je me rends pas compte. Si, Je me rends pas, ouais, mais je me rends pas compte des sanctions qui sont données encore. Donc Ah, Mike Evans ouais, a c'est vrai, pris Mike un Evans, match pour avoir poussé Marshall Latimore dans une bagarre générale. Alors est-ce qu'on lui met plus ou moins? bah vu qu'il y a, enfin, il y a fin de saison, non pour. Ah Oui, bah oui, il y a pour fin moi, de Après, saison, après oui. c'est pas à cause de ça, mais bon, c'est ce qui restera de l'action surtout quoi. Donc En fait, bah, c'est ça, c'est le pire, c'est que Walker se blesse et qu'Oko Rafford il ouais, et qu'en saute plus, dessus en plus après en derrière, fait. alors, En derrière, il se fait plus, il marcher saute sur un dessus. joueur Derrière, il se blessé fait quoi. marcher en dessus en fait, plus. Ouais. ouais. En fait, si on fait un détail complet, Walker se blesse sur le quadriceps, en fait, sur l'action. Donc, il tombe. Par la suite, ce qui se passe, c'est qu'on voit très bien encore à fort, pour le coup, où le joueur est déjà tombé. Pratiquement, il regarde à droite, à gauche. Et il se jette délibérément sur le joueur qui est à terre, ventre face contre terre, et pratiquement le coude sur son dos. Alors moi, ce qui m'étonne le plus, parce que moi j'ai rarement vu, j'ai déjà vu sur des sports comme le football, le soccer classique, des gestes voilà, d'antisportifs et dangereux, mais en NFL, on sait très bien qu'il y a toujours un respect du joueur blessé. On voit tous les joueurs mettre un genou au sol. Ils savent très bien que leur carrière est courte, qu'elles peuvent être courtes, que même l'adversaire met son genou au sol parce que il a le respect. Là, au corps à fort, bah, il a montré pour une fois ce qu'on a rarement vu dans un match NFL ou de la part d'autres joueurs, c'est une attitude délibérément, comment je vais dire, ouais, dangereuse. Et ça, pour le coup, ben ça, ça s'est jamais vu. Traditionnellement, ça ne se voit pas. En NFL, on sait le respect qu'il y a des joueurs. Et pour ça, ça devrait être sanctionné ben, très, très sévèrement. Parce qu'au moins, ça dirait aux autres, non, on ne le fait pas. Et je pense que même les autres joueurs n'ont pas besoin de ça. Parce comme j'ai dit auparavant, il y a ce respect d'office de pas blesser volontairement un joueur parce qu'on peut déjà se blesser suffisamment facilement durant un match. Donc voilà, pour Et- moi, il devrait prendre la saison entière à ne pas jouer. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment aller voir cette action, non pas pour voir la blessure de Walker, parce qu'on n'aime jamais voir un joueur se blesser, mais juste pour voir, enfin pour essayer de comprendre ce qui est passé dans la tête de Corafor à ce moment-là. Est-ce que c'est la rivalité de division qui lui est montée à la tête? Est-ce qu'il Ouais, y a un antécédent avec Walter? Peut-être sur le match, quelque chose. Enfin vraiment, on a l'impression, l'action est tellement loin qu'on a l'impression oui, que c'est pour le coup vraiment délibéré, qu'il regarde vraiment s'il n'y a pas un arbitre qui le voit et qu'il y va, quoi. C'est vraiment quelque chose comme ça. Après, on pourrait vraiment être une responsabilité sur les arbitres aussi, qu'il n'y en ait aucun qui l'ait vu, quoi. C'est quand même. et surtout, alors, avec la vidéo qui est à New York, toutes les replays vidéo, ils peuvent communiquer entre eux, ils savent très bien ce qui s'est passé, qu'il n'y en ait pas un dans les locaux des vidéos qui a dit à l'arbitre, voilà, j'ai très bien vu que le joueur l'avait fait délibérément. Enfin, c'est incompréhensible aujourd'hui. Et par contre, je veux juste remettre, sans faire de démagogie, je veux juste remettre les choses à leur place. Okorafor, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense que les fils ne sont pas connectés, enfin ne se sont pas connectés à ce moment-là, dans le meublé en haut. Et alors, il a tout bonnement, voilà, il a tout bonnement pété un plomb. Et comme tu as dit, Flav, je pense que les rivalités de division, à un moment donné, ils sont tellement remontés, les gars, qu'on leur met. Enfin, le but, c'est de pulvériser son adversaire. Bon, bah là, il a voulu pulvériser son adversaire, mais de manière totalement illégale. C'est clair. Parce il faut pas oublier que c'est quand même les deux grosses affaires comme ça de violence entre guillemets, donc qu'on peut enlever les guillemets parce que ça reste de la violence, de violence sur les terrains NFL depuis le début de saison, c'est à chaque fois deux rivalités de division, les Saints contre les Buccaneers et les Steelers contre les Browns. Donc c'est vraiment voilà. Est-ce que c'est pas aussi ce genre de truc Et qui commence il y avait aussi, bah, à monter? il y avait aussi, je ne sais pas si tu te souviens, parce que ça va être en rapport avec ça. Il y avait Mason Rudolph avec Myles Garrett sur sa première année de Oui. Myles Garrett où il y avait eu un coup de casque qui avait été lancé. Donc on sent bien Ouais. qu'entre Steelers et Browns, c'est assez chaud patate hein, quand même. Hein. Ça monte vite dans les tours. Hein. Ah ouais. Euh, De toute façon, la division AFC Nord est généralement réputée pour être assez, comment dirons-nous, physique Hmm. dans ces duels de division, que ce soit les Bengals, les Browns, les Steelers, les Ravens, c'est généralement pas des matchs
dans lesquels on fait dans la philosophie. En parlant de la FC Nord, justement, on va terminer là-dessus, puisque bah, maintenant les Browns ont pris la tête de la division en attendant le match des Ravens ce dimanche. Euh, Est-ce que vous les voyez éventuellement, on va d'abord faire les Browns, est-ce que les Browns, vous les voyez lutter pour le titre de division et pourquoi pas être champion, Bertrand? On est dans une division qui est très forte hein, quand même. On va pas se cacher là-dessus, comme tu l'as dit. Bon, les Ravens qui ont d'ailleurs recruté là, récemment Jason Pierre-Paul, qui est arrivé chez eux. Donc on sent bien qu'ils veulent également redonner une puissance supplémentaire à leur défense. Euh, c'est- pour moi, ça va être très incertain parce que j'enterre pas encore les Bengals totalement, malgré, on va dire, leurs incertitudes, leurs questionnements qu'ils peuvent avoir dans leur effectif. Au final, c'est compliqué. C'est compliqué de dire. Pour moi, je mets à la marge aujourd'hui les Steelers du fait de leur prestations et si c'est Mitch Trubisky, même si on veut lui laisser du temps, qui mène l'équipe à la baguette. Moi, je resterai pour le moment, malgré tout, sur les Ravens, parce que les Browns sont capables de nous faire du Browns, c'est-à-dire je fais un match, je suis capable de perdre face aux Jets, voilà, enfin, quelque chose qu'on n'attend pas, donc c'est un peu trop incertain, les Bengals qu'il faut le temps qu'ils se remettent. Moi, je pense que les Ravens ont plus de chances de gagner la FC Nord cette année. Cyril, toi, les Browns, tu les vois aller Moi, jusqu'où? je suis assez d'accord avec Bertrand. C'est moi qui avais fait la preview de. Enfin, j'étais sur la preview de la division. Et pour moi, enfin, à mes yeux, les Steelers finiraient dernier. Les Browns finiraient un peu mieux, mais aux alentours du positif. Et je voyais les Bengals et mince. Et, euh, Les Ravens. et les Ravens, pardon, Les- se battre pour le titre de division. Bon, ça semble mal engagé pour les Bengals. Et je pense pas que Cleveland rivalisera avec les Ravens. Je pense que les Ravens sont trop. Enfin, ou sont trop forts à peu près partout, ou les Browns sont pas assez forts sur tous les niveaux de jeu, mais je pense que non, ils poseront pas de réels problèmes aux Ravens. Et je pense que d'ailleurs, ils poseront pas non plus de problèmes aux Bengals quand ils arriveront à se remettre la tête droite. Alors, cette division qui a vraiment qui croise avec des divisions assez compliquées hein, cette année, puisque là, donc les Browns, prochain match, joueront contre les Falcons d'Atlanta. On se dit que sur le papier, sans vouloir offenser les Falcons, Hmm. ça semble jouable, même si, attention, parce que les Falcons Oui, oui, ont pas fait deux tout à fait. mauvais premiers Tout matchs. à fait. Donc il faut s'en méfier. En plus, ce sera à Atlanta. Et ensuite, le programme jusqu'à la fin de novembre pour les Browns, ce sera les Chargers, les Patriots, les Ravens, les Bengals, les Dolphins, les Bills et les Buccaneers. Donc ça reste aussi assez costaud. On parlait du programme des Steelers tout à l'heure, celui des Browns n'est pas vilain non plus. Et sachant que en plus, comment Donc vont-ils méfiance. gérer chez les Browns, comment vont-ils gérer enfin, la transition qu'il y aura à un moment donné entre Jacoby Brissett s'il fait des bonnes performances, même si après il y a des matchs perdus pour X raisons, et le retour de Deshaun Watson. Deshaun Watson qui Ouais. n'aura pas d'automatisme et on va vouloir le mettre absolument parce qu'il y a un gros investissement qui est fait dessus. Plus l'accueil des Browns qu'ils vont avoir dans chaque stade dès que Deshaun Watson va mettre le pied sur le terrain. Là, les Browns, ils vont, sincèrement, hein, ils vont vivre une saison compliquée. Et en plus, il y a toujours, je ne sais pas si c'est un truc gourou, vaudou sur cette équipe, mais il y a toujours des matchs qu'ils perdent de manière incompréhensible, comme ils peuvent aussi gagner des matchs de manière incompréhensible face à des grosses équipes. Voilà, c'est une Ouais, équipe mais qui va avoir des journées, des semaines compliquées. ils l'ont déjà Également. fait leur défaite incompréhensible, c'est bon. Ouais, ouais. Il y en aura. Oui, Il y en aura. oh, ils sont capables d'en Ouais, faire non, c'est plusieurs. vrai, c'est Et vrai. pour le, Et pour le vaudou, il faudra attendre le jour de Noël puisque les Browns joueront contre les Saints le 24 décembre. Ah bah Donc voilà. voilà, Donc, ça tombe bien. ce jour-là sera le jour du vaudou du côté de Cleveland. D'ailleurs, ils jouent à Houston en parlant de Sean Watson. Ils joueront à Houston le 4 décembre aussi. Donc Hmm. ça peut être assez rigolo. On passe aux Steelers juste rapidement. Eux, la question, ça va pas être est-ce que vous les voyez champions de division, mais est-ce que Mike Tomlin va connaître sa première saison Oui. négative? Ah Oui, non, au moins c'est bon, merci. moi je non, non, mais on a parlé de leur calendrier tout à l'heure.
les 7-8 prochains matchs, il y a moyen qu'il n'y ait aucune victoire. Ouais. Donc ils peuvent se retrouver à une victoire, Ouais, c'est 9 ça. défaites. Euh, Jusqu'aux Falcons, enfin, je veux dire, même les Jets cette année, ça paraît Ouais, ouais, intéressant. voilà, il y a les Ouais, mais Jets. même les Jets, ça paraît intéressant et je suis pas sûr que ça Ouais. soit beaucoup plus faible que les Steelers cette année. Je serais pas aussi catégorique que Cyril. Mike Tomlin a toujours su, même avec des effectifs moindres parfois ou dans certaines saisons, s'en sortir. La seule chose, c'est que là, ce qui fait peur, c'est bon, c'est bien sûr les matchs de division entre eux. Donc là, on voit bien qu'ils vont être en dessous, à part avec les Bengals où il y a toujours la certitude de savoir comment ils vont se remonter également. Mais je sais pas, je serais moins catégorique de dire tout peut se passer en NFL. Malgré tout, il y a TJ Watt qui va revenir. Il y a quand même toute la base de Deontay Johnson, Chase Claypool, Pat Freiermuth et George Pickens. Bon, bah, voilà, il y a pas des peintres dans cette équipe. Bon, tout dépend de Trubisky, on l'a dit, mais je les enterre pas encore totalement. Un 9-8, ça va tellement vite en NFL, donc moi, je ne vais pas être aussi catégorique, mais il est possible qu'il n'y arrive pas, c'est sûr. Merci beaucoup tous les deux pour votre analyse de ce Browns Steelers, donc avec, on le rappelle, la victoire des Browns 29-17 en ouverture de cette troisième semaine, une troisième semaine qui se continuera dimanche avec des beaux matchs. On va avoir notamment un Colts Chiefs, on va avoir un Dolphins Bills, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans la liste, un Cardinals Rams, on va avoir un Buccaneers Packers entre Brady et Rodgers. Mhm. Bref, on a quelques matchs sympas. Bon, on a aussi Houston-Chicago. Hein. Voilà. Il en faut Le pour tous les merdico. goûts. Et on a une rivalité de division en NFC lundi soir entre les Giants et les Cowboys. Quand même, Flav. Ah, Il faut je le dire. croyais que t'allais parler de celle entre les Saints et les Sacré Panthers. match, ça. Mais, il y en a aussi. Sacré match, ça. Il y en a aussi. Sacré match, Il y en a aussi. ça va Il être y a, beau. il y a- il y a les Jags, Ça- il y a les Jags qui vont gagner les Chargers aussi. Voilà. Il y a les Jacks contre les Chargers aussi. Bref, voilà. Il y Quel a beau plein de week-end. choses ce dimanche. Et pour vous parler de tous ces matchs de dimanche, on se retrouvera à 17h30 dimanche. Normalement, je crois que c'est avec Mika et Yaya et moi-même pour la preview de la Red Zone NFL. C'est donc à 17h30 en live sur Twitch, sur YouTube et sur Twitter. Merci Cyril, merci Bertrand pour ce débrief de ce Thursday Night Football. Et on se dit à très vite, à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt les agents libres.